La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de ces agents. Le travail de ces diplomates et des personnels de notre ambassade à Ouagadougou, dont la France salue l'engagement et le grand professionnalisme, s'inscrit pleinement dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer. Notre premier sujet principal qui nous amène au Burkina Faso avec cette affaire qui oppose aujourd'hui une fois de plus la France et bien sûr le Burkina Faso. On va commencer par ce communiqué, déjà par lire ce communiqué justement du gouvernement burkinabé. Avec le concours de la réalisation, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments à l'ambassade de France à Ouagadougou et voudrait porter à sa connaissance que les personnes ci-après sont déclarées persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activité subversive. Alors il s'agit de Madame Ngwenaël Haboudzit, Monsieur Hervé Fournier, conseiller politique, Monsieur Guillaume Reissacher, conseiller politique également. Elles sont donc priées de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures à compter de la date de réception de la présence. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie l'ambassade de France à Ouagadougou de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée. Ouagadougou, le 16 avril 2024. Voilà, merci à la réalisation pour ce communiqué, Anatola ici, avant de s'intéresser à la réaction de Paris, parce qu'il faut rappeler que Paris également a réagi et a critiqué, a d'ailleurs s'est dit, voilà, regretté cette décision des autorités du Burkina Faso. Mais déjà, la décision des autorités de Ouagadougou, du moins activité subversive, vous commenciez tout à l'heure déjà à expliquer exactement de quoi il est question. Oui, je pense que les autorités burkinabées ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Oui. Écoutez, Paris sera toujours dans les dénégations, dans le déni. Il y aura toujours quelque chose à redire. Oui. Mais dès lors que Paris s'est toujours inscrit de manière constante et régulière dans les violations des traités internationaux, des conventions internationales qu'il a ratifiées, notamment en ce qui concerne par exemple la convention de Vienne. Oui. Alors, il y a un problème. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, un diplomate accrédité dans un pays a l'obligation de réserve. Qu'est-ce qui peut expliquer? D'où vient-il que, régulièrement, c'est toujours les diplomates français qui font problème. Vous avez les diplomates français et les diplomates américains qui font problème dans nos enclos coloniaux. C'est-à-dire, au lieu justement de respecter ce principe du droit de réserve, ils s'ingèrent dans nos affaires internes. Ils organisent les réunions politiques avec les leaders des partis politiques ou bien les partis politiques. Ils s'ingèrent dans la gestion de nos affaires internes. Ils critiquent même quelquefois l'action de nos gouvernements. Oui. Et ils organisent les réunions avec la société civile. Quelquefois, ils vont vers les étudiants organiser des conférences. Ce qui n'est pas pratiquement possible dans le sens inverse, comme je disais tantôt. Donc, dès lors qu'un État s'inscrit régulièrement de manière constante dans la violation des principes qui régissent les relations internationales, il faut être ferme. Il faut utiliser la fermeté. Et je pense qu'il n'y a rien à redire en ce qui concerne la posture et la décision, n'est-ce pas, des autorités burkinabées dans ce sens. Et je pense même que dans le même contexte, dans un précédent contexte, vous avez 4 espions, quatre espions français qui ont été placés sous mandat de dépôt pour activité clandestine tout aussi. Mais pourquoi c'est toujours les Français? La même situation, on l'a connue au Mali.
après leur départ, ils se sont engagés. Bien avant, je crois que bien avant la révolution que nous connaissons, du côté du Mali, vous avez l'ambassadeur de l'époque, n'est-ce pas, de la France au Mali, qui avait été expulsé, qui a subi le même sort. Du côté du Niger, la même chose. Ouais. Du côté du Burkina Faso, pareil. Du côté, je crois, de la Centrafrique, c'était relativement un peu ça. Il y a toujours les crises avec les ambassadeurs de ce pays. Donc la question, c'est de savoir pourquoi c'est toujours les mêmes qui posent problème. Ouais. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Mais parce que justement, comme je l'ai indiqué dans mon coup de gueule, Paris n'est pas en train de changer de logiciel, ne veut pas changer son logiciel. C'est-à-dire que Paris pense. Et je pense qu'hier, ou avant-hier, nous avons débattu d'une thématique qui portait sur les projets de Paris et l'Union européenne sur le continent africain. C'est-à-dire pense que le continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne, va demeurer dans l'escasset, dans le giron de l'influence de Paris. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui n'est pas la génération des années 60 ou d'avant. Aujourd'hui, nous avons une génération décomplexée, très bien instruite, dynamique, courageuse et qui est déterminée. C'est important qu'ils le sachent. Et de ce point de vue, cette génération-là, c'est une génération constituée à 70% des jeunes qui désormais sont au courant de l'histoire à la fois de leur peuple, de leur pays et de nos rapports historiques et même factuels avec la France, entre autres. Donc, ce qui fait que tout acte posé par la France est analysé, est scruté. J'ai suivi la réaction de la diplomatie française. Oui. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est toujours la manipulation, oui, l'instrumentalisation et le mensonge. Mais il faut comprendre que non, la décision des autorités burkinabées ne repose sur aucune base légale. Oui. Alors là, il y a un grand problème. Ils ont donc un très gros problème avec l'interprétation des textes. Ils ont un problème avec l'interprétation des dispositions des traités, des conventions qui signent du point de vue des relations internationales. Dans tous les cas, je ne vois pas le Paris en train, ou un homme politique, et même la société civile en France, en train d'accepter qu'un diplomate africain, oui, n'est-ce pas, consulte ou organise des réunions avec des leaders politiques français, la société civile française, encore moins les étudiants dans un campus quelconque du côté de la France. Déjà, avec Jean-Luc Mélenchon, qui est apparemment, dont les positions dérangent de plus en plus, ces conférences sont interdites en France. Et vous dites que ce sont des gens qui sont des démocrates, qui sont respectueux des droits et des libertés. Je pense que là, nous avons un très gros problème d'hypocrisie. Et lorsque vous avez affaire à des gens qui sont hypocrites et qui vous disent tout le contraire de ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous utilisez tout simplement le ton de la fermeté, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Le temps de la fermeté utilisé bien sûr par les autorités de Ouagadougou. Expulsion d'en tout cas ces personnes sont désormais persona non grata du côté du Burkina Faso. Une décision en tout cas ferme, docteur Yam Timba, qui vient une fois de plus renforcer ou alors raffermir, si je peux le dire ainsi, déjà ce climat. C'est vrai que certains n'aiment pas ce terme de tension entre ces deux États. Non, il n'y a pas de tension, effectivement. Il faut que les choses soient absolument... Il y a quoi entre la France et le Burkina Faso? Très bien, j'aime cette question, elle est intéressante. Il y a un rapport impérialiste, un rapport de domination et d'exploitation entre les deux pays, et le pays exploité tente de s'en départir, tente de s'en libérer. Tout simplement, il y a pas la tension, en fait, elle est vue de l'autre côté. Des Français qui disent qu'il y a de la tension, ceux qui disent qu'il y a un sentiment anti-français. Oui. Le Burkina Faso ne place pas le débat à ce niveau, c'est un niveau très bas. On n'est pas là pour faire des débats de quartier, ce n'est pas des débats de bar. On fait des débats qui sont de nature constructive et qui montrent la capacité du Burkina à maîtriser son environnement, à le lire de manière scientifique et technique pour prendre des décisions cohérentes. Donc c'est une décision cohérente, qui est froide. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à lui donner une connotation qui donnerait le sentiment que les gens se forcent à se donner une telle décision, ça donne le sentiment qu'on est obligé que
on est dans, effectivement, qu'il y a une sorte de tension qu'on gère avec les Français, non. Oui. C'est une décision tout simplement cohérente. On a fait une analyse froide, on arrive à une conclusion simple et on prend la décision qui s'impose cohérent. Point. Vraiment, après, celui qui gesticule, qui crie, qui danse, c'est lui qui a des problèmes, c'est lui qui est dans la force, je sais pas, dans le poids. Le problème que nous avons, c'est qu'il faut qu'on comprenne très bien. La France arrive au Burkina Faso en tant que pays impérialiste, pays colonial. Et elle exploite le Burkina Faso. Et là, vous avez aujourd'hui une révolution populaire qui arrive, qui place au pouvoir un jeune homme, une autorité nouvelle, qui est en symbiose avec son peuple et fait partie de cette révolution populaire qui veut donc se départir de l'exploitation capitaliste que subit le Burkina Faso de la part de la France. Et il se trouve que par cette organisation capitaliste, impérialiste, néocolonialiste, les ambassadeurs français en Afrique ne considèrent pas du tout qu'ils sont des ambassadeurs. Ils considèrent qu'ils sont des gouverneurs. Et ils se comportent comme tels. Un ambassadeur français qui se déplace dans un pays du franc CFA, mais c'est un monsieur qui veut un cortège, qui veut une sécurité du niveau présidentiel. Mais vous voyez comment il se déplace. Il faut même qu'on bloque les routes à la fin. Il se considère comme un gouverneur, le gouverneur colonial ici. Donc, tant que ces ambassadeurs, on ne leur enlève pas ça de la tête, ça ne marchera pas. Mais on ne va pas leur enlever ça de la tête parce qu'on le dit. On va leur enlever ça de la tête parce qu'on met fin à l'exploitation de nos pays par le leur. Du coup, les fonctionnaires des ambassades françaises considèrent qu'ils sont les ministres de nos pays. En réalité, mais observez un type qui est conseiller politique dans une ambassade française, dans un pays du franc CFA. Mais il considère qu'il est plus important que le premier ministre de votre pays. Voilà la raison pour laquelle, se considérant comme le gouverneur colonial, les ambassadeurs de France vont rencontrer les partis politiques, vont rencontrer, comme il disait, Triple A lui disait, vont rencontrer les organisations de la société civile, mais vont aller rencontrer les étudiants. En ce moment, vous avez un ambassadeur d'un pays occidental dans une université à Douala au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc, vous avez ce genre de choses et ces gens-là vont partout. C'est-à-dire qu'ils se baladent dans votre pays, ils vont dans les villages, prennent des photos. En réalité, ils n'ont même pas besoin d'être accusés d'espionnage. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà la raison pour laquelle chaque fois que vous pouvez les accuser d'espionnage, mais ils sont surpris, ils disent mais de quoi vous parlez? Parce que c'est une pratique qui a... Parce que c'est normal, c'est comme ça la vie, elle est organisée comme ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils sont des gouverneurs de vos territoires et que le président, c'est un faire-valoir. L'ambassadeur de France, je prends un exemple de n'importe quel pays, considère qu'il est en 1958. D'ailleurs, ce que la plupart des Africains ne savent pas, les fameuses lois Gaston Defferre n'ont pas été totalement abolies. Il considère qu'il est le gouverneur, donc le type qui est là, qu'on appelle président de la République, c'est un petit type local pour satisfaire le peuple qui se bat là, mais le vrai patron, c'est lui. Les Américains estiment que la France est une colonie américaine. Eux, ils peuvent donc se permettre tout ce que la France peut se permettre. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, eux, ils sont au-dessus. Donc, si la France fait un petit truc, eux, ils peuvent faire davantage. Et la conséquence, c'est que vous avez l'impression que les ambassadeurs de ces pays-là fonctionnent comme ça. Décident même qui a gagné les élections, sont les premiers à être informés. Souvenez-vous de tout ce qui est sorti comme information lorsque, en 2009, M. Bongo dit qu'il a gagné les élections et après les Français, très mesquins, sont venus dire quelques années après qu'il n'avait jamais gagné les élections et que c'est lui, le premier ambassadeur, le premier à être informé, c'est l'ambassadeur de France. La même chose, par exemple, au Tchad, en 1990. La première élection, je crois que c'était en 92 ou 94, quelque chose comme ça, dans les années 90. Le premier à être informé, c'était le patron de la DGSE française. Vous trouverez ça sur Internet. Donc, ces gars-là considèrent qu'en fait, c'est chez eux. Donc, ils décident que c'est vous qui faites. Et Déby avait gagné les élections à 60%. Ils ont estimé que non, ce n'était pas tout à fait correct, il faut qu'on gère l'image. Et ils ont imposé un second tour à Déby. Alors qu'il avait gagné les élections à 60%. Les premières élections présidentielles qui sont tenues après le coup d'État d'Idriss Déby.
Et on a fait un deuxième tour, bon, on dit que là, ça va être plus légitime, etc. Donc, vous voyez que ces gars-là ne considèrent pas du tout que vous gérez quoi que ce soit. Souvenez-vous encore du que le père Déby lui-même disait vers la fin de sa vie. Tout à fait. Que, ouais, bon, on m'a envoyé un type là, je ne me souviens même plus de son nom, je ne l'ai même jamais vu. Bon, on a remis une constitution, là, on a dit que c'est ça. Et c'est ça qui était la constitution du Tchad. Donc, ils ne considèrent pas nos pays, compte tenu des rapports économiques que nous avons avec eux, qui sont tels que ils pillent nos pays, ils l'exploitent, c'est eux qui contrôlent l'économie. Et via le franc CFA, c'est eux qui décident de ce que nous sommes, parce que celui qui décide de votre économie décide de ce que vous êtes. Via tout cela, ils considèrent donc que, puisque le fait de contrôler nos économies signifie qu'ils vont donc finalement prendre le contrôle de notre politique, alors vous comprenez qu'ils considèrent que c'est eux qui gèrent le pays, en fait. Donc les Français qui sont là, et vous avez vu, ils sont des conseillers politiques. C'est des gars qui passent leur temps. Et n'oubliez pas le sommet de Montpellier, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont 50 millions d'euros, c'est tellement ridicule, mais bon, tant qu'à faire, c'est 50 millions d'euros. Ils ont 50 millions d'euros à mettre pour les nouvelles élites. Je crois que c'était ça exactement. Exactement. Donc vous avez deux types qui sont à Ouagadougou, qui ne sont pas du tout contents de fait que trois types, ils ne sont pas du tout contents que ce soit Ibrahim Traoré qui dirige le pays, qu'il y ait une révolution populaire, que le peuple reconstruit progressivement sa base communautaire et sa base de sécurité alimentaire et prendre de l'initiative sur le plan économique, etc., qui décide que, bon, mais là, il y a une reprise en main qui s'impose quand même. Hein. Dans cette reprise en main qui s'impose, on va commencer par vous créer des problèmes comme au Mali, susciter 2-3 types de lumpen prolétariat pour réclamer les élections. On va aller au Burkina, on va commencer à rencontrer les gens et puis de temps en temps à émettre 2-3 petites réserves, 2-3 petites critiques, ce qui est interdit aux diplomates parce que vous n'avez pas à rentrer dans les affaires intérieures. Mais compte tenu de ce que je vous ai raconté, je vous ai dit préalablement, ils ne considèrent pas ça comme des affaires intérieures. Vous avez quelles affaires intérieures? C'est votre pays. Mais c'est eux qui dirigent le pays, c'est eux qui contrôlent le pays. Donc vous n'avez pas de pays. À la limite, la France va donc dire que, mais attends, mais ce gars-là, il y a un problème chez eux. Ils disent qu'ils ont des affaires intérieures. Quelles affaires intérieures? Vous n'avez pas d'affaires intérieures. Les affaires intérieures, c'est eux. Le Burkina Faso, c'est une affaire intérieure de la France. Donc vous êtes des types qui expliquent des Français, mais vous vous prenez pour qui? C'est ça le problème. Et n'oubliez pas ce que disait le fameux général Lecointre là, qui dit, mais ils ne se battent pas pour la démocratie, ils se battent pour les intérêts de la France. Les soldats, c'était le chef d'état-major des armées de la France. Donc il dit, ils ne se battent pas pour la démocratie, ils se battent pour les intérêts de la France. Donc vous comprenez que lorsque les diplomates sont là, eux, les soldats, c'est la force publique qui doit maintenir l'ordre colonial. Bon, maintenant au Burkina Faso, ça a été expulsé. Il faut donc reconstruire ça à partir de la partie politique, du pendant politique. Et les ambassades sont le pendant politique et administratif. Donc, ils vont commencer à reconstruire ça en suscitant. Donc, ils vont chez les étudiants, ils essaient d'influencer toute cette jeunesse. Je ne comprends même pas les... Et vous voyez à quel niveau? Mais après, il faudrait qu'on autorise ce qu'ils viennent s'entretenir avec aussi les étudiants. Vous avez le sentiment qu'ils demandent l'avis de quelqu'un? Est-ce qu'ils demandent l'avis de quelqu'un? Ils seront même surpris que vous leur demandiez pourquoi ils font ça. Ils seront surpris. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France dit, je m'en vais dans telle université, m'avait rencontré telle association, tel parti politique. Mais les gars arrivent même à convoquer les partis politiques dans leur ambassade. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que des gens qui aspirent à diriger un pays, l'ambassadeur de France dit, venez ici. Et vous les voyez en rang. Ils marchent là comme les canards qui sont toujours en rang les uns après les autres. C'est vrai qu'on en voit dans beaucoup de pays africains, on a vu au Cameroun aussi. Hein, mais ils font ça. C'est quelque chose d'incroyable. Oui. Mais tout ça, c'est parce que ces personnes qui sont adoubées par ces ambassades-là, ce sont effectivement ce qu'on appelle larbins de l'ordre. Ce sont les relais locaux. Les gens qui ne sont pas dans cette attitude n'iront pas dans ce genre de choses. Ils ne vont jamais y aller. Je me souviens, dans les années 2010, on célébrait le 50e anniversaire de l'indépendance au Cameroun. Vous avez une espèce de sénateur français ici à Douala qui s'appelait Zipfel, une sorte de dentiste comme ça, qui vient et me dit, ouais, on sélectionne 50 jeunes Camerounais là, il faut que vous soyez là, c'est les jeunes Camerounais de demain. Ouais, enfin, j'en sais rien, je ne veux même pas savoir. Donc, qui vient, qui dit, ouais, et je lui dis, oui, si votre Premier ministre qui arrive là, d'abord, je ne comprends pas pourquoi c'est votre Premier ministre qui arrive, c'est pas le président, mais votre Premier ministre doit mettre dans son discours que... Et vous devez condamner le génocide qu'il y a eu au Cameroun.
le napalm que vous avez versé ici. Pendant quelque chose comme 3 mois, le type m'a harcelé, il veut absolument que je participe à ça. Et je lui dis, mais je ne viens pas. Je ne veux pas venir à des choses pareilles. Vous avez commis un génocide chez nous. Ce génocide, vous ne pouvez n'être même pas foutu de le reconnaître. Et vous nous faites venir. En plus, vous avez le franc CFA. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous pillez nos pays et vous voulez quand même que des jeunes gens viennent. Or, ils ont reçu les autres jeunes. Je ne connais pas leur nom, mais je sais qu'ils ont reçu les autres. Ceux qui avaient accepté et qui sont certainement des gars qui sont là dans les réseaux de pillage de notre pays. Et d'homosexualité, il ne faut pas. Pillage de notre pays. Parce que même ça aussi, c'est le pillage, non, tout ça là. Donc, ils les ont reçus effectivement, ce qu'ils appellent à l'ambassade de France, avec le premier ministre de l'époque, François Fillon. Je ne suis pas allé. Et j'étais là à me demander, mais purée, mais ces gars sont quand même culottés. C'est-à-dire qu'ils sont dans votre pays. Vous pensez qu'ils ont demandé à l'État du Cameroun l'autorisation de recevoir ces jeunes gens? Pas du tout, puisque le type n'a même pas besoin de passer par là. Il vous connaît à Douala, il cherche quelqu'un, il dit trouvez-moi tel. Et vous ne savez même pas comment il a fait pour avoir votre numéro de téléphone. Donc, mais il vous appelle, on vous fait venir, on veut vous recevoir. Quand ils vont dans nos lycées, mais c'est même un honneur. On déplace parfois, vous avez les autorités qui organisent la sécurité. C'est-à-dire que c'est un honneur que, il y a tel ambassadeur qui va dans une université ou dans un collège où il s'en va rencontrer tel gens. Quand vous êtes un président de parti politique qui a été reçu par ces gens-là, vous devenez subitement important. Vous devenez un type important. On commence à dire, il a un destin présidentiel. Il a un destin présidentiel. Vous voyez, les choses comme ça. Quand vous êtes le patron d'une ONG qui est reçu par un de ces ambassadeurs là où il vous a rendu visite, vous devenez quelqu'un d'important. Subitement là, quand vous passez partout, tout le monde vous salue avec beaucoup de déférence. C'est ça qu'on a créé dans la tête de tous ces gens-là qui sont des aliénés et qui laissent que nos pays soient pillés. Donc au fond, ce qui se passe au Burkina là, la France, elle va réagir, elle va faire machin. Ce qu'elle n'arrive pas à intégrer, à accepter en fait, c'est qu'un pays comme le Burkina Faso aujourd'hui, c'est un pays souverain, c'est un pays libre, où les gens, vous ne faites pas exactement ce qu'il faut faire, on va vous expulser. Et après, vous allez vous plaindre. Quand vous aurez fini de vous plaindre comme un enfant qu'on a battu, vous allez quand même venir vous asseoir le soir à table et vous allez manger avec papa. Parce que là, au Burkina Faso, pour le moment, et on l'espère perpétuellement, papa, c'est le peuple. Et le peuple a pour visage Ibrahim Traoré. Le peuple, en tout cas, souverain du côté du Burkina Faso, d'après les actes qui sont posés de ce côté-là, la réaction de Paris, en tout cas pour le moment, se limite à des déclarations, une décision jugée illégale. Il n'y a pas de base légale qui pourrait soutenir une telle décision des autorités du Burkina Faso. Albert Anatola, ici, c'est vrai, les autorités ont pris cette décision. Il faudrait certainement, puisque c'est un pays souverain, la respecter. Mais lorsqu'on connaît aussi les antécédents, on a des précédents avec la France qui difficilement accepte de se plier face à certaines décisions. Est-ce que vous pensez que là, on est encore dans une autre forme ou alors un autre bras de fer qui s'annonce entre les deux pays sur cette affaire? Quelle est la base légale de l'expulsion de l'ambassadeur du Mali en France par la diplomatie française? Tout simplement parce que ce diplomate a eu l'outrecuidance, selon le Quai d'Orsay, de se tenir devant le Parlement français pour indiquer que Serval, qui s'appelait Serval à l'époque, était en train de commettre des exactions au Mali. C'est le crime qu'il ne fallait pas du tout commettre, qu'il ne fallait pas dénoncer devant le Parlement français. Quelle était la base légale de son expulsion? Ce sont les gens qui ne respectent pas, qui ne respectent rien, qui ont la prétention de nous parler de la légalité. Quelle est la base légale des activités subversives des diplomates français au Burkina Faso? C'est quoi la base légale? Du point de vue des conventions internationales, notamment la Convention de Vienne, le diplomate doit respecter le principe de réserve. Tout à fait. C'est écrit en noir et blanc. C'est quoi la base légale de leurs activités? Sont-ils capables de nous donner une leçon de ce point de vue? Je ne pense pas. Je vous fais rapidement une parenthèse pour la refermer plus tard. Allez-y. En 2002,
Nous sommes en Côte d'Ivoire. Qui sont les premiers à être informés de l'assassinat? D'abord, des projets d'assassinat de Robert Gueye. Et depuis de son assassinat, c'est l'ambassadeur de la France qui est le premier à être au courant. C'est pour le savoir. Dans le contexte camerounais en 2008, là je vous le dis en tant que journaliste, le gouvernement camerounais était le dernier à être informé qu'il y aura une sorte d'insurrection. L'ambassadeur de France au Cameroun à l'époque était au courant et avait même œuvré pour que cela se passe comme ça fallait se passer en 2008. Parce que ça ne s'est pas passé parce que oui. ça ne s'est pas passé comme ils avaient planifié. Ça ne s'est pas passé comme... Pourquoi? Parce que justement, quelques semaines avant, ce qu'on a appelé de manière triviale les émeutes de la faim en 2008. L'ambassadeur de la France au Cameroun à l'époque a organisé des réunions nocturnes avec les auteurs de cette histoire, les meneurs de cette... J'ai déjà envie de dire les auteurs de cette affaire. Je préfère ne pas donner les noms pour vous éviter une autre réponse. Moi, je les ai, les noms. Faites très attention quand nous parlons de la diplomatie française dans nos enclos coloniaux. Faites très attention. Toujours dans mon pays, le Cameroun, vous avez même un ambassadeur qui a été adobé dans plusieurs chefferies traditionnelles. Incroyable. J'en ai même connu un qui s'est baladé en petite culotte. Un contremaître qui visite ses champs, les plantations. Librement. Une autre image. Je me retrouve, ils ont une cérémonie qui commémore tous les jours, je crois, en novembre. Je crois ça renvoie. Alors, je trouve un rassemblement à l'endroit qu'on appelle la place du gouvernement à Bonanjo, sous un soleil accablant. Je vois des autorités David de Douala et de la région rassemblés avec des locodères autour de cette monument que vous connaissez. Je vois quelques élèves du lycée Georges qu'on a mobilisés pour chanter quoi, la Marseillaise. Alors moi je traverse, et quand je traverse, tout le monde se retrouve. On a bloqué Bonanjo pour ça. On a bloqué la circulation à Bonanjo. C'est de la gendarmerie a bloqué la circulation de la ville de mon pays. On a fait sortir des élèves d'un lycée de mon pays pour venir assister à une histoire dont ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Signalant qu'il y a un collège français à Douala, un lycée français à Douala. Bien évidemment, mais sauf que c'est là, ils auraient dû prendre les élèves de... Je ne sais pas quoi, Dominique Savio, c'est justement ça. Mais ils sont allés chercher les élèves du lycée Joss. Il fait chaud. Sous un soleil. Il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Alors j'étais surpris qu'un gendarme s'amène vers moi et me dit, écoutez monsieur, vous n'êtes pas invité, il y a quoi? Non, vous ne voyez pas, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, va dans les attitudes néocoloniales. C'est-à-dire, on mobilise. La gendarmerie, c'est vrai, qui est considérée de mon point de vue comme une force néocoloniale. Oui. Vous avez les autorités de ces machins-là, de cette force-là, vous avez le gouverneur qui est là, en fait, tout son état-major. Vous voyez à quoi on renvoie, n'est-ce pas, nos autorités. Et elles jouent le jeu, ces autorités. Donc, je pense qu'il faut absolument changer de paradigme. Il n'y a pas de tension entre qui que ce soit. Ce qui se passe, c'est que chacun doit pouvoir respecter la place de l'ordre. Oui. C'est important. C'est-à-dire, chacun doit pouvoir respecter la place de l'autre. Parce qu'en plus, quelquefois, ça se passe de notre fait aussi. Hein. Il y a comme une sorte de complexe d'infériorité. C'est chaque fois que je vois une sorte de transe qui anime certains lorsqu'ils sont en place dans le codage. Je dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un indigène qui voit Jésus devant lui. C'est pas quoi, ou un extraterrestre. Et ça, il faut également amener justement les Africains à comprendre que, d'abord, ils n'ont aucune raison d'être complexés devant le codeur, parce qu'ils sont plus intelligents que les locodeurs. Ça, c'est pour nous le dire. Les locodeurs, pour la plupart, très souvent, ce sont les usurpateurs, les imposteurs, les tricheurs. Mais les Africains sont plus intelligents, ils le savent.
Raison pour laquelle ils utilisent l'arrogance. Ils ont constamment utilisé l'arrogance, notamment en France. Ils utilisent l'arrogance, ils utilisent la condescendance, ils utilisent la tricherie même. Le racisme, très souvent. Donc, nous pensons que ce qui se passe au Mali doit faire tache d'huile. C'est-à-dire que, autant vous ne pouvez il n'est pas acceptable, n'est-ce pas? Autant les autorités françaises n'accepteront jamais qu'un ambassadeur camerounais aille dans une université bavarder avec les étudiants. Autant nous ne devons pas accepter de telles choses chez nous. Autant la diplomatie n'acceptera jamais que l'ambassadeur du Sénégal, du Gabon, du Tchad rencontre les leaders d'opinion ou bien les hommes politiques en France. Mais ce serait intolérable tout de suite. Tout de suite, on va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais pourquoi est-ce que ce qui n'est pas accepté chez eux est armé chez nous? Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Et avec la complicité de ceux qui nous dirigent. Et là, j'arrive, je sors par là. J'ai l'habitude de dire que chaque homme politique qui se prévaut d'être le porteur de changement dans un enclos colonial a un parent politique. En France, aux États-Unis, la plupart. Quand il n'est pas sénateur, les députés. Vous voyez comment est-ce que les députés, un député est reçu chez eux. C'est-à-dire quand il vient en balade, c'est-à-dire comment est-ce comment il fait courir les foules. C'est-à-dire les foules de ce que vous appelez les politiciens chez nous. Mais c'est absolument scandaleux. Mais un député ou un sénateur, vous voyez le dispositif qu'on met pour sa sécurité. Un député, un sénateur. Vous comprenez ça? Dans mon pays, je ne suis pas là. Dans mon pays, le Cameroun, tous les jours, je vois des policiers ou des gendarmes devant les emprises diplomatiques françaises ou américaines. Est-ce que vous avez un policier devant les emprises diplomatiques camerounais au Sénégal ou sénégalaises en France? Jamais. C'est pour ça que régulièrement, ces emprises sont vandalisées parce qu'il n'y a aucun dispositif permanent de sécurité. Pourquoi est-ce que on utilise de manière permanente nos policiers qui sont payés avec nos impôts pour assurer la sécurité des emprises diplomatiques de ceux qui ne font pas la même chose de nos emprises diplomatiques? Je pense qu'il faut absolument changer ce logiciel. Et je crois que c'est ceux qui sont nous dirigent actuellement et qui sont pour la plupart des France-Africains ne peuvent pas avoir le courage de le faire. Et c'est nous qui le ferons. Merci une fois de plus à vous, Albert Anatole.